Avertissement. Si vous êtes arc-bouté sur le modèle héliocentrique du globe toupie, les rêves d'espace, les voyages vers Mars et les extraterrestres interstellaires, alors je vous suggère de ne pas aller plus loin, car tout ceci va maintenant disparaître. Nous vous avons montré les trajets aériens. Nous avons parlé de la réfraction. Des ingénieurs, des géomètres et des pilotes ont témoigné. Nous avons observé la construction des ponts. Nous avons pris des mesures et fait d'innombrables calculs. Nous avons examiné l'atmosphère. Nous avons discuté avec un grand nombre de personnes et rassemblé énormément d'informations. Nous avons longuement parlé des mirages. Nous avons parcouru et exploré le monde dans une recherche honnête de la vérité. Nous avons abordé le sujet des bateaux sur l'horizon, observé les villes au lointain. Nous avons analysé des rivières au parcours trop long pour être possible. Nous avons réalisé des expériences. C'est plat. La Terre est plate. On vous a montré des milliers de kilomètres de terre plate sous tous les angles. On vous a expliqué comment les lentilles fisheye fonctionnent.
On a lancé nos propres fusées. Et nos propres ballons. Nous vous avons présenté les hotspots du Soleil. Nous avons cherché la courbe, mais nous ne l'avons pas trouvée. Nous vous avons montré que les satellites n'étaient pas réels. Nous vous avons expliqué que la gravité était en fait la densité. Et prouvé que la combustion et la poussée étaient impossibles dans le vide. Nous avons passé en revue l'expérience Michelson-Morley et révélé la fraude qui a pour nom Einstein. Nous avons crié l'inexistence de l'espace sur tous les toits. Nous vous avons montré le mur de glace. Nous avons eu de nombreux débats, discussions et querelles avec les partisans de l'héliocentrisme. Nous avons exposé le foutage de gueule de la NASA. Nous avons expliqué le lever du soleil. Nous avons mis Polaris en time-lapse. Nous avons créé des modèles pour mieux visualiser et avons montré la corrélation avec les textes sacrés. Mais rien de tout ceci ne semblait compter. Il y a toujours un apologiste du scientisme pour trouver des excuses à tout ceci. Il y a toujours quelque chose pour le rendre inacceptable. Il y a toujours un héros pour nous insulter. On nous propose une comédie au lieu de preuves. On nous montre des programmes ridicules. Ressemblant plus à un culte qu'à de la science. Les icônes et célébrités viennent au petit trot en rajouter une couche. On a un dessin animé comme preuve. Il y a toujours une explication simple.
ne sommes que des idiots qui manquons d'éducation. Ris dans ta barbe, Mister Gravité. Aujourd'hui, il y a une technologie que je veux partager avec vous et qui peut clore le débat une fois pour toutes. Mais d'abord, une dernière requête de bon sens. Pourquoi ceci n'est-il pas suffisant? Je veux dire qu'on est tous capables d'observer comment les fluides s'équilibrent à l'horizontale, ce qui ne dépend d'aucune échelle. C'est tellement simple et évident à constater. Ok, commençons. Ça, c'est le Samsung Galaxy S6. Puisque c'est mon téléphone, ce sera pour cette fois l'instrument permettant la destruction de vos fantaisies. Faisons une rapide vérification des spécifications de cet appareil. Les capteurs, l'empreinte montée en façade, l'accéléromètre, le gyro, la proximité, le compas, le baromètre, le rythme cardiaque et le niveau d'oxygène dans le sang. Ok, donc pas mal. Vous êtes-vous déjà demandé comment ceci était possible? C'est un capteur qui contient un accéléromètre. Regardons un extrait technique. Today's video, we're going to be looking at the MPU 6050 6 degrees of freedom breakout board, which Juste pour vous montrer les valeurs de l'accéléromètre. Ça ne vient pas de mon téléphone. Ceci est une explication technique détaillée sur la méthode de programmation de l'accéléromètre, couplée aux données du gyroscope que vous voyez défiler sur la droite. Nous nous focaliserons sur l'essentiel. Modify in the program to kind of get something relevant more than just the pure raw data of the accelerometer and the gyroscope. And as a very quick demonstration of the data that's currently being sent back to the Arduino serial port, you can look on your screen right now, and as you can see, you have the gyro readings in the G's as well as the accelerometer readings in G's. So let's take a look. Tout d'abord, le gyroscope détecte la vitesse de rotation au-dessus d'un certain axe. Imaginez ici l'axe Z comme passant au travers de la table. Si vous regardez l'écran de droite, vous voyez l'axe Z à un peu plus de 0 degré. Et quand je tourne le gyro, vous voyez les valeurs décroître, car je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je vais dans l'autre sens, les valeurs vont augmenter jusqu'à l'arrêt. Pour ce qui est de l'accéléromètre, les valeurs que l'on voit représentent l'impact de la force G terrestre, ce qui n'est pas la gravité, mais nous y reviendrons plus tard. Nous avons donc un G vers le bas, sur l'axe Z. Si je bascule le module sur son axe Y, vous pouvez constater que la force se répartit uniformément sur les axes Y et Z. Les chiffres de l'axe Z sont intéressants. La dispute. Ha ha ha, idiot, l'accéléromètre prouve la gravité. Vraiment? Continuons. Comment, dans un smartphone, l'application du niveau à bulle fonctionne-t-elle? Bien, elle utilise l'accéléromètre de l'appareil. L'application gratuite Bubble Level est celle qu'il vous faut. Son utilisation de l'accéléromètre de l'iPhone est impressionnante.
Comment l'utiliser comme détecteur de la position de l'écran? Bubble Level, une application Microsoft, est un exemple simple démontrant comment le Windows Phone utilise les capteurs de l'accéléromètre. Beaucoup d'applications de ce genre existent et fonctionnent toutes de la même manière, interprétant les données de l'accéléromètre. L'application doit être soit préprogrammée avec les mesures indiquant un plan parfaitement horizontal, le niveau, ou vertical, le fil à plomb. Ou alors ces mesures doivent être calibrées avant de pouvoir en lire les données, ce qui signifie que vous considérez dès le départ qu'au moins un plan est à l'horizontale. Les smartphones et autres technologies mobiles déterminent leur orientation par le biais de l'accéléromètre, un petit module composé d'un capteur de mouvement axial. Quelle différence entre un accéléromètre et un gyroscope? La principale différence entre ces deux appareils est simple. L'un peut capter la rotation alors que l'autre ne le peut pas. D'une certaine manière, l'accéléromètre peut évaluer l'orientation d'un objet stationnaire par rapport à la surface de la Terre. L'utilisation dans la vraie vie illustre le mieux les différences de ces deux capteurs. L'accéléromètre est employé pour déterminer l'accélération, bien qu'un accéléromètre à 3 axes pourrait juger de la position d'un objet par rapport à la surface de la Terre. Cependant, une fois que l'objet commence à bouger, ces données deviennent plus complexes à interpréter. L'interface de programmation de l'application utilise plusieurs capteurs pour séparer le vecteur gravité de l'accélération de l'objet et permet de facilement déterminer son attitude en termes d'embardée, de hauteur et de roulement. Quand l'appareil est au repos, donc pas en accélération, l'accéléromètre retourne une magnitude de gravité égale à 9,81 mètres divisé par la vitesse au carré. De même, quand l'appareil est en chute libre, c'est-à-dire accélérant dangereusement vers le sol, à 9,81 mètres divisé par la vitesse au carré, son accéléromètre retourne une valeur de 0 mètre divisé par la vitesse au carré. Il devrait être évident que pour mesurer la véritable accélération de l'appareil, l'impact de la force de la gravité doit être éliminé. Pour cela, un filtre passe-haut doit être appliqué. À l'inverse, un filtre passe-bas peut être utilisé pour isoler la force de gravité. Le capteur d'accélération linéaire est un vecteur en 3 dimensions, indiquant l'accélération sur chacun des 3 axes de l'appareil en excluant la gravité. Toutes les valeurs sont le produit de la formule mètre divisé par la vitesse au carré. Le système de coordonnées est identique à celui qu'utilise le capteur d'accélération. Le vecteur de rotation représente lui l'orientation de l'appareil comme le résultat de la combinaison angle-axe, exprimant la rotation de celui-ci autour d'un axe x, y ou z selon un angle quelconque. Les 3 éléments du vecteur de rotation sont calculés de sorte que son amplitude soit égale au sinus de l'angle divisé par 2 et que sa direction soit égale à celle de son axe. Nous avons là une formule trigonométrique de calcul des 3 éléments du vecteur de rotation. Ceux-ci sont indépendants des unités de mesure. Les axes x, y et z sont définis de la même manière que ceux du capteur d'accélération. Les références du système de coordonnées sont calculées comme une base orthonormale directe, où x est défini comme le vecteur produit de yz pointant vers l'est, où y est tangentiel au sol et pointe vers le nord, et où z pointe vers le ciel perpendiculairement au sol. Ouf. Bon, 2 minutes les amis, j'ai besoin d'un petit café. Soyez patient, ça va devenir sanglant. Personne ne me fait saigner mon propre sang. Personne. Question. J'essaye d'utiliser la valeur Z de l'accéléromètre. Je pense que les axes sont Y dans le sens de la hauteur du téléphone, X dans le sens de sa largeur et Z, le vecteur sortant de l'écran. Cependant, quand on tient l'appareil parallèle au sol et que l'on effectue une rotation, cela n'affecte aucune des valeurs de l'accéléromètre. Réponse. Exact, la seule accélération qui agit en permanence sur l'accéléromètre est la gravité. Quand l'appareil est parallèle au sol, la force de la gravité est en opposition directe à l'axe Z. Par conséquent, la valeur -1 devrait apparaître, alors que les axes Z et Y devraient retourner 0. Mettre l'appareil en position légèrement verticale fera déplacer la gravité de l'axe Z vers l'axe Y et vous devriez lire Y égale -1 et Z et X seront égales à 0 si vous le mettez complètement à la verticale. Peut-être que vous confondez l'accéléromètre avec le gyroscope. Un gyroscope peut détecter les rotations, alors que l'accéléromètre ne détecte que les forces appliquées sur l'appareil, en général des mouvements brefs. Réponse. Le problème que je rencontre est qu'il semble que le gyro ne fonctionne pas avec Android. Le code pour l'activer renvoie toujours la valeur faux. J'ai essayé de changer le paramètre gravité, mais il apparaît que l'accéléromètre utilise la véritable gravité, pas celle du contexte. J'apprécierais d'autres idées pour que cela fonctionne. Réponse. Oui, les axes de l'accéléromètre sont fixes et la gravité physique n'est pas prise en compte. La gravité physique n'est pas prise en compte. Une connaissance de la gravité locale est exigée si l'on veut utiliser les aspects pratiques de l'accélération d'objets sur une surface terrestre, tels que pour un système de navigation inertielle. Cela peut être réalisé soit en calibrant l'appareil au repos, ou d'après un modèle de gravité reconnu, là où celui-ci se trouve approximativement.
Question. J'ai un accéléromètre et un magnétomètre. Je souhaite détecter l'orientation de l'appareil en utilisant les deux. Le problème que je vois est que, selon l'orientation de l'appareil, il me faudrait utiliser les capteurs dans un ordre différent. Parce que c'est très complexe et vous en parlez sans expliquer. Montrez-nous du code. Pour être alignés correctement, les capteurs de l'accéléromètre doivent être posés sur une table à niveau plat. Extrait de commentaires sur Wikipédia. Non, l'interprétation rigoureuse du principe d'équivalence, c'est que la gravité est une accélération du cadre de référence et non pas de l'objet lui-même. Si vous lâchez un accéléromètre, quelle valeur obtenez-vous? 0. Si la gravité était détectée, nous n'aurions pas 0, puisqu'aucune autre force n'agit. Cela va de soi, et peu importe si c'est embarrassant à lire. Si vous voulez une bonne dispute, allez sur un forum de physique et trouvez un sujet sur l'accéléromètre et la gravité. Ces types ne voient pas l'arbre qui cache la forêt. Donc comment un accéléromètre détecte la direction et ou la force de la gravité? Puisque l'accéléromètre n'est pas sensible à l'accélération gravitationnelle, il ne détecte donc jamais la gravité directement. Et puisqu'il est sensible à tout mouvement déviant de la chute libre, ces indications peuvent parfois être interprétées comme des propriétés de la gravité locale si on utilise d'autres données contextuelles dont on pourrait disposer. Imaginez que nous soyons dans une petite boîte avec un accéléromètre et que les seules données que nous ayons sont les indications qu'il retourne. Avec ces seules infos, nous ne pourrions déterminer la direction ou la force de la gravité. Maintenant, envisageons d'intégrer d'autres infos, en particulier des infos indiquant la relation entre la déviance de chute libre et le vecteur de gravité local. En chute libre, l'accéléromètre retourne 0 et rien ne peut en être déduit en termes de direction ou de force gravitationnelle. Le seul moyen pour nous d'en savoir plus est d'ouvrir une petite fenêtre et regarder le contexte extérieur afin d'en déduire le sens de notre chute. L'accéléromètre tout seul ne nous apporte aucune aide. Cette information additionnelle est fondamentale dans la déduction du vecteur de gravité des résultats de l'accéléromètre. Par exemple, quand on observe un avion en vol stable, on pourrait penser qu'un passager pourrait utiliser un accéléromètre ou un fil à plomb pour déterminer où se trouve le bas. Mais depuis l'intérieur de l'avion, sans regarder à l'extérieur, le passager ne dispose pas d'assez d'infos pour le faire. Le fil à plomb pointera vers le sol, mais il ne pourra toujours pas dire si l'avion est stable, en virage serré ou à l'envers au sommet d'un looping. En fait, c'est du gyroscope dont on aurait dû parler. Bien, la gravité pose un problème à tous les capteurs d'accéléromètre. Parce qu'on a un accéléromètre qui vous donne un résultat où il y a deux inconnus. La première inconnue est vers quelle direction pointe le vecteur de gravité et la deuxième est la direction de l'accélération. On peut clairement faire quelques suppositions. Quand on démarre du point mort, le module ne bouge pas et ils disent OK, pointe-le vers le bas. On va mesurer l'accélération par incrément. Ok, donc on sait qu'on imprime un mouvement vers le haut comme ceci, et l'on peut supposer que la gravité imprime un mouvement vers le bas comme ça. Ok, on augmente un peu plus l'angle. Ok, on sait qu'on a changé d'angle, donc la gravité va maintenant par là. Mais on a un peu de tolérance pour chacune des mesures. Donc au fur et à mesure, les résultats seront de moins en moins précis. Ce que le gyro fait, c'est juste gérer la vitesse angulaire. Donc sans bouger, vous avez un 0. Et dès que vous bougez, il n'y a pas à s'inquiéter du vecteur de gravité. Tout ce que vous voyez, c'est le changement d'angle. Et cela produit un résultat beaucoup plus précis. Le problème avec l'accéléromètre est que s'il est dans cette position, qu'on fait un mouvement, on connaît approximativement la distance entre l'accéléromètre et le point de pivotement, et on peut augmenter l'angle. Et si on fait quelque chose comme ça, mettre l'appareil dans cette position et qu'on applique une poussée, la distance a maintenant changé, et la mesure de l'angle devient beaucoup plus compliquée. Il nous faut savoir la distance de la poussée, ainsi que l'ampleur de la force imprimée. Alors qu'avec le gyro, tout ça ne compte pas. Ça n'est pas son job, c'est juste l'inclinaison. Et ça marche. Donc, il s'enclenche, je veux dire, l'accéléromètre s'enclenche avec des infos que l'on finira par ne pas utiliser, sauf justement comme point de départ d'un calcul. Oui, c'est quelque chose qu'il nous faut soustraire, c'est vrai, pour éviter les imprécisions. Bien, et la NASA dans tout ça? Les disputes. La NASA n'utiliserait jamais un instrument aussi sommaire qu'un téléphone cellulaire. Ils ont un équipement spécial et hautement technique. La NASA équipe les 3 satellites sphères de la station spatiale avec le modèle Nexus S, fabriqué par Samsung Electronics et fonctionnant sous la plateforme open source Android. Le Nexus S est le premier smartphone commercial validé par la NASA pour l'utilisation dans la station spatiale.
Dans les spécifications techniques, nous voyons qu'il y a un accéléromètre. Les chercheurs se préparent à contrôler les satellites sphères en temps réel depuis des stations de contrôle sur Terre et dans l'espace. Détails techniques de ce que l'on trouve à l'intérieur des satellites sphères. Entre autres choses, nous trouvons des gyroscopes et des accéléromètres. Le Nexus S gère une application qui enregistre l'activité du gyroscope, de l'accéléromètre et du compas 3D. Un peu de bricolage quand même avec ce téléphone de l'espace, comprenant un hacking du hardware et une attention particulière portée à la précision de l'accéléromètre dans l'espace. En plus de ce smartphone, les satellites sphères auront une caméra embarquée pour les photos et vidéos, des capteurs en support des inspections, une puissance de calcul renforcée ainsi qu'une connexion Wi-Fi qui permettra le transfert de données en temps réel entre la station spatiale et le centre de contrôle. Attends une seconde, quoi? La NASA utilise un smartphone en Wi-Fi entre l'ISS et le centre de contrôle? En Wi-Fi de l'espace à la Terre? Ma connexion Wi-Fi à moi, elle fonctionne plus dès que je vais de ma cuisine au parking. Bon, on va garder cette insanité pour plus tard. Continuons. L'ISS est un endroit qui nous permet de réaliser de nombreux tests technologiques dans un environnement spatial où elles vont être utilisées. Laurie Meggs, membre du centre de gestion de l'intégration des charges utiles dans la station, située au Marshall Space Flight Center à Huntsville, s'est entretenu avec Chris Provencher, manager du projet au centre de recherche Ames. Il décrit comment son équipe au sol contrôle le vol des satellites robots sur la station au moyen d'un smartphone, similaire à ceux que nombre d'entre nous utilisons chaque jour. Je travaille sur Smart Sphere, qui sont des robots en vol autonome sur l'ISS. Donc Sphere consiste en des satellites en vol libre sur la station spatiale et utilisent une propulsion à base de CO2 pour se déplacer et peuvent ainsi naviguer, mais ce sont des satellites. De quel genre de contrôle parle-t-on? En fait, l'instrument de contrôle est un smartphone Nexus S de Google. Donc, pour le connecter au satellite, on utilise le Wi-Fi du téléphone pour établir la communication via la ligne à bord de l'ISS. On est capable d'utiliser les processeurs du téléphone pour contrôler la direction du satellite, ce qu'il fait. Nous pouvons utiliser la caméra pour le visuel et d'autres capteurs que nous pouvons également utiliser. Donc, vous communiquez depuis le sol par le téléphone? Comment ça marche? Ok, un contrôleur au sol utilise le smartphone pour communiquer avec Sphere et leur dire où aller. C'est comme ça que nous gérons leur déplacement. Avez-vous eu des résultats jusqu'à présent? Oui. En décembre 2012, on a fait une démonstration où le contrôleur au sol du centre de Houston dirigeait les satellites sphères pour lui faire des images mobiles. Il a pu uploader des ordres de direction au Smart Sphere afin qu'elles aillent à un certain endroit pour prendre certaines images. Et non seulement il a pu uploader en mode autonome ce que les satellites ont suggéré, mais il a pu également interrompre la séquence et en prendre le contrôle manuel. Donc c'était un grand succès. Qu'avons-nous appris de ceci? Bien, on a appris que l'on pouvait gérer un vol autonome de robots depuis le sol sous la supervision d'un contrôleur. L'équipage n'est dans la station que pour un temps limité, et beaucoup de ce temps est dédié aux opérations de maintenance et aux tâches ménagères. Mais cela inclut aussi déplacer les caméras et d'autres tâches du type surveillance de l'environnement, comme sonder le niveau de bruit, détecter le niveau de radiation, etc., pour s'assurer que la station reste sécurisée. Et si on peut les décharger de ces tâches en les confiant aux robots, l'équipage aura plus de temps pour s'occuper de science. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Pourquoi la station est-elle l'endroit idéal pour conduire des expérimentations? Bien, il y a deux raisons pour lesquelles nous le faisons sur l'ISS. La première est que l'ISS est le banc d'essai idéal pour travailler en microgravité avec des robots en vol libre. La deuxième est que ces robots en vol autonome sont conçus pour être déployés sur l'ISS. Donc en fait, nous réalisons les tests dans leur environnement opérationnel. Les Smart Spheres sont des prototypes pour des futurs robots volants autonomes et utiliser un smartphone nous permet de contrôler les sphères et de faire la démonstration des activités de caméras volantes autonomes ou de capteurs volants autonomes. Et les leçons que nous tirons de ces tests nous informent pour la réalisation du futur système. Puis, il y a ça.
Grâce à l'enregistrement, nous avons pu démontrer que les capteurs se comportaient comme prévu. Cependant, il s'est avéré que l'accéléromètre n'est pas un capteur qui fonctionne bien sur les sphères, mais tous les autres marchent parfaitement. D'une manière générale, il n'est pas possible, en pilotant un avion, de corriger les erreurs de trajectoire sans regarder effectivement l'environnement externe à l'aide d'outils de suivi radio ou optique. Pourquoi la NASA dirait-elle une chose pareille? Si la gravité est supprimée du téléphone pour une utilisation terrestre, alors elle pourrait sûrement être rajoutée pour une utilisation sur l'ISS. La dispute. De toute façon, ce n'est pas ce qu'ils utilisent pour piloter l'ISS, ils utilisent des gyroscopes. Attendez une minute. On a déjà prouvé que la Terre est plane par le fonctionnement des gyroscopes. Rappelez-vous le constat de rigidité dans l'espace et de rotation non détectée, longuement discuté et démontré. C'est la raison même de leur utilisation en navigation et pourquoi ils fonctionnent. Mais les globe-tardes, vous avez rétorqué, non, les gyros sont affectés par la gravité. Mais vous n'avez aucune preuve qui supporte ce contre-argument. Ce n'est qu'une déclaration, car dire le contraire signifierait admettre que la Terre est plane. Alors lequel est un globe-tarde? Le A qui dit que les gyros marchent pour la navigation car la gravité les affecte, ou le B qui dit le contraire? Oui, je vais juste prendre ce gyroscope ici. Ce n'est qu'un gyroscope jouet, mais bien sûr en gravité zéro. Si vous le heurtez, il va se mettre à tourner. Il va se mettre à se déplacer comme tous les objets le font ici. Cependant, si je le fais tournoyer, donnez-moi une seconde. Donc, quand le gyroscope tournoie, il devient stable. Et peu importe si je le heurte, il ne changera pas son plan. Il restera sur le même plan. Je peux le mettre physiquement sur un plan différent et le heurter à nouveau, mais il gardera le même plan. Il est très stable. Donc cela vous montre comment nous utilisons la stabilisation du gyro par le mouvement rotatif pour contrôler l'ISS. La dispute. Vous ne comprenez rien à la gravité. Si par ne rien comprendre à la gravité, vous parlez des équations et concepts théoriques mis en avant pour expliquer cette force mythique, magique, exigée par le modèle héliocentrique, pour que celui-ci ait une quelconque chance d'exister, je pense l'avoir plutôt bien saisi. Si par contre, comprendre la gravité veut dire l'adoption dogmatique d'un concept fabriqué, ne produisant qu'un paradoxe absurde auquel on ne peut pas répondre, alors vous avez raison, je ne comprends rien. Demandons un deuxième avis. Hi, je suis Brian Mullen. C'est Balls of Physics, épisode 2, la constante gravitationnelle. Quand je me suis confronté la première fois à la théorie de la Terre plate, j'ai pensé que je pourrais la mettre à bas immédiatement, mais le problème est que je n'ai pas pu. J'ai réalisé que des arguments très valides étaient abordés par la communauté de la Terre plate, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette série, parce que j'ai vraiment besoin d'aide là. Je ne peux pas l'expliquer. Vous savez, j'ai une formation en physique assez solide. J'avais spécialité physique durant mes études secondaires et j'ai pris pas mal de cours pour avoir mon diplôme. Peut-être que je passe à côté de quelque chose ou peut-être pas. Mais un de mes dictons favoris à propos de l'ingénierie est que l'on apprend 10 fois plus de ses erreurs que de ses réussites. C'est ce qu'on dit toujours aux ingénieurs. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ne t'inquiète pas de faire des erreurs. Ne t'inquiète pas d'avoir tort, car lorsque tu te trompes, lorsque tu fais des erreurs, tu veux comprendre pourquoi. Et au cours de ce processus, tu en apprends des tonnes. Donc n'ayez jamais peur de vous tromper, car vous allez apprendre. Il n'existe et il n'a jamais existé personne sur cette terre qui soit tout le temps dans le vrai. Ça ne s'est jamais passé, ça ne se passera jamais. Donc acceptez-le et apprenez. Ok, cet épisode est principalement consacré à la gravité, plus précisément à la constante gravitationnelle dans l'équation gravité. Pour pouvoir le faire, il nous faut commencer avec quelques rudiments de la physique.
Cavendish et Newton étaient tous les deux des francs-maçons. C'est un très grand club, et à l'époque, le Kidam pouvait à peine écrire son propre nom. Donc on a introduit les sciences petit à petit, à de plus en plus de gens au fil des années, et pas uniquement les fortunés. Et je sais qu'il existe un symbole que beaucoup ont essayé de comprendre. Ça ressemble à ça. Ça vous dit quelque chose? Mais je digresse. Cet engin ne sait pas où le bas se trouve. Le bas doit être déterminé. Une information additionnelle est fondamentale dans la déduction du vecteur de gravité des résultats de l'accéléromètre. Une connaissance de la gravité locale est requise. L'info additionnelle peut se présenter sous la forme d'un défaut d'usine ou peut être définie manuellement. Donc, quelle utilité? Je suis dans un avion effectuant un virage sans l'info additionnelle, c'est-à-dire sans regarder par le hublot. Et je calibre cette application d'un niveau à bulle considérant le plancher de l'avion comme étant le bas. Quand je reviens sur la terre ferme, mon niveau est faux. Comment cela est-il possible? Sans regarder par la fenêtre pour me représenter où était le bas, je l'ai déterminé comme étant le plancher de l'avion effectuant son virage. Mais le bas, une fois de retour sur Terre, n'est pas le même. Finissez-vous par comprendre? I don't get this at all. I thought low pan... Shut up, Mr. Button. You are not brought upon this world to get it. Si je calibre le bas alors que je suis là, et que je me déplace vers là, mon niveau à bulle devrait se tromper. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une explication possible. Le bas est le même aux deux endroits. Réfutation? C'est terminé. La Terre est plate. Et maintenant, chaque possesseur de smartphone peut le prouver à volonté.